Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est reparti pour une petite dinguerie. Je me sens hyper motivée là pour faire un tirage. Et vous savez quoi? J'ai une gueule de bois d'enfer et je me dis que ça va encore donner un truc de ouf. Blague à part, j'ai vraiment mal au crâne, mais c'est pas grave. Je ne vais pas mourir, je m'en remettrai. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Je vais commencer par le tarot. Allez, on est parti. Alors, mais ça commence magnifiquement bien. Ouh là 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 là. On commence avec une tour, un 2 de bâton, un valet de coupe inversé et un 2 d'épée inversé. Super. Super. Ça tient? Non, attends. Je vais mettre un autre chevalet. Allez, on commence cette petite dinguerie avec un peu de ménage. Je sais que vous adorez ça quand je fais mon ménage. Voilà, voilà. Ok, et je recentre un peu le schmilblick. Hop là, parfait. Donc, et c'est assez drôle parce que en dos de paquet, j'ai la justice. Enfin, assez drôle, je sais pas. On verra ça dans 2 heures. Bon, je pense que je vais aller me chercher 3 litres de café. Alors, la tour. Ça ouvre sur un événement qui fait exploser une construction existante. Donc on a des révélations, un effondrement, une rupture brutale, quelque chose qu'on croyait solide et qui ne tient plus. Ça peut être spectaculaire, mais surtout irréversible dans la perception. Parce qu'après la tour, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Le 2 de bâton, moi ça me dit que juste après l'explosion, il y a quelqu'un qui regarde ses possibilités. Donc il y a ici une notion de stratégie, d'anticipation, de choix de direction. Il y a quelqu'un ici qui est déjà en train de réfléchir à ce qu'il va faire maintenant. Donc, pour ceux qui adorent les temporalités, on est dans le présent. Le valet de coupe inversé, ça c'est un truc assez intéressant parce que ça introduit quelque chose de... Comment je vais dire ça? De pas net dans le registre émotionnel ou relationnel. Donc il y a un message trompeur, une fausse naïveté, de l'immaturité, une promesse qui vaut que dalle, et une personne qui joue l'innocent ou l'innocente ici. Et donc il y a possiblement une information qui est présentée de manière émotionnelle, mais qui cache autre chose derrière. Et le 2 d'épée inversé, ici on dit que c'est impossible de maintenir le statu quo. Et donc il y a quelque chose qui était bloqué, caché, évité, ou maintenu dans l'ambiguïté, mais qui doit sortir. Un choix qu'on refusait de faire devient incontournable. Et la justice, en 2 de paquet, c'est assez intéressant, mais attention que ça ne parle pas forcément au tribunal ici. Ça peut être une vérité factuelle, des responsabilités, des conséquences, un contrat, une décision officielle ou un rééquilibrage. Et donc, si je devais résumer, on est ici, si je comprends bien, dans une situation qui a été construite sur quelque chose d'instable et qui explose. Cette explosion oblige quelqu'un à revoir sa stratégie. Et au milieu du schmilblick, il y a un message, une proposition ou un comportement qui n'est pas aussi innocent qu'il en a l'air. Il y a une vérité ou une décision qu'on cherchait à éviter, mais qui devient impossible à repousser. Et l'histoire, en fait, finit par une mise au clair, et chacun va devoir répondre de ce qu'il a fait. Le valet de coupe ici, ça peut parfaitement représenter le petit mensonge, la fausse bonne foi, le « ah ouais mais je savais pas », au milieu d'une affaire monumentale ici.
Ouh, je sens que ça va encore être sportif. Allez, je remets la justice dans le paquet. Alors, merci, j'ai même pas encore posé ma question. Qu'est-ce qui provoque cette tour ici? Oh putain, oh là là, ça veut sauter, ça veut sauter, ça veut sauter. Alors, on a quoi? On a un 6 de coupe, on a le jugement, ben voilà, et un 4 de denier. Ok. Bon, jugement et justice dans le même tirage avec la tour en ouverture, ça donne quand même une ossature bien costaude. Hein. Mais je ne vais toujours pas sauter automatiquement sur le procès parce que ça peut être une reddition de compte au sens large. Hein. Le 6 de coupe, pour qu'est-ce qui provoque la tour, ça nous ramène clairement au passé. Et donc il y a quelque chose d'ancien ici qui remonte à la surface. Une décision, une situation, une personne, un accord, une histoire qu'on croyait derrière soi. Le jugement, ici, ce passé n'est pas simplement évoqué, ici. Je m'explique. On parle d'une situation qui est réexaminée, révélée et rappelée à la surface. Et donc, il y a quelque chose qui revient pour être vu autrement ou pour qu'on en tire enfin les conséquences. Et avec la tour juste avant, moi, ça me parle quand même d'une affaire, mais une très vieille affaire, enfin vieille, une ancienne affaire, je veux dire ça plus simplement, qui refait surface et qui provoque une explosion. Et le 4 de denier, pour moi ici, c'est le cœur du problème, c'est que ce qui a été conservé, retenu ou protégé. Et donc, ça peut être de l'argent ou du patrimoine, mais pas que. Ça peut aussi être une position, une information, un avantage ou quelque chose auquel quelqu'un s'accroche. Et le jugement avec le 4 de denier, ce qui avait été gardé sous cloche ne peut plus y rester. Ok. Et donc, que représente ce 4 de denier? À savoir, qu'est-ce qui a été retenu ou conservé? Roulement de tambour. En espérant que ça réponde proprement à la question. Un 3 d'épée inversé. Ah bah voilà. C'est clair, net et précis. Une vieille trahison. Quelque chose d'ancien. Il y a une vieille trahison qui a été contenue, enterrée, bien gardée sous contrôle, et elle revient maintenant pour être jugée et réévaluée. C'est ça qu'il y a derrière ce verrou. Et quelle est la nature de cette trahison? Le diable et l'empereur inversé. Eh ben, si vous voulez du sensationnel, je crois qu'on va en avoir. Allez, préparez un café, un paquet de biscuits, parce que je sens que l'après-midi va être longue. Bon. Alors, je lis pas ça comme une simple trahison amoureuse par défaut. C'est la première chose à laquelle on pense tous ou toutes, bien souvent. Mais là, on parle surtout d'une trahison qui est liée au pouvoir. Le diable. Intérêt, emprise, dépendance, arrangement toxique, manipulation, avidité, des choses ou des situations dont on tire avantage, et donc on pourrait
je dis bien on pourrait, mais on va confirmer, parler de matériel, d'argent, de possession. L'empereur inversé, le grand copain du diable, abus d'autorité, pouvoir détourné, personne qui utilise sa position pour servir ses propres intérêts, contrôle qui devient domination. Mais ça peut être aussi la chute ou la fragilisation d'une personne qui se croyait intouchable. Est-ce que c'est la suite d'hier? Je ne sais pas. Et donc, ensemble, ça peut donner quelque chose de bien trash. On a quelqu'un qui a trahi en utilisant une position de pouvoir ou une dépendance à son avantage. Et le 4 de denier juste avant, là, il devient quand même ultra méga suspect. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a été gardé sous cloche, accaparé, voire même verrouillé, dans lequel se trouve une ancienne trahison, elle-même liée à l'intérêt et à l'abus de pouvoir. Et donc, le jugement, il y a une vieille histoire qui vient réclamer ses comptes. Tour justice. Ok. Et ce retour fait exploser une situation qui semblait acquise, mais qui oblige à établir les responsabilités. Et donc, qu'est-ce que cette personne a obtenu ou cherché à protéger grâce à cette trahison? Un 6 de bâton. Mais donc, cette personne, elle était peut-être pas d'abord... Non, je m'exprime mal. Ce qu'elle voulait préserver, c'était peut-être pas d'abord l'argent, mais c'était son statut, sa reconnaissance, son image, sa position dominante. Et donc, c'était quoi? C'était sa victoire personnelle. Et le diable, l'empereur inversé et le 6 de bâton, moi j'ai une dynamique très particulière, c'est je dois rester celui qui gagne. L'empereur inversé qui veut conserver son pouvoir, le diable qui montre jusqu'où ça peut aller, et le 6 de bâton, ça montre ce qu'il veut obtenir, sortir vainqueur et être reconnu comme tel. En gros, tous les coups sont permis. Ok. Bon, maintenant on va aller voir sur qui ou quoi cette personne elle a construit cette victoire. Eh ben, il a l'air sympathique comme tout, ce mec, hein, si c'est un mec. On sait pas encore hein, si c'est un homme ou une femme. La roue de fortune. Moi, ici, ça me parle d'un retournement de situation. Une circonstance qui a tourné à son avantage. Et cette personne, elle aurait profité d'un changement, d'une transition, d'un événement qui redistribuait les cartes. Et donc, là, le 6 de bâton, il est encore plus intéressant. Parce que sa victoire, c'était peut-être pas quelque chose que cette personne avait construit normalement. Elle a saisi une occasion. Et donc, si on met la roue de fortune, le diable, le 6 de bâton et l'empereur inversé qui est là, oui. Ça pourrait raconter que les circonstances changent, qu'une opportunité apparaît, que quelqu'un utilise sa position ou son pouvoir pour transformer ce changement en victoire personnelle. Mais, il y a un effet miroir avec le jugement, la tour et la justice. C'est que la roue, elle a tourné en sa faveur, mais dans le passé.
Et là, maintenant, elle pourrait de nouveau tourner. Et donc, en gros, moi, ce que ça me raconte, c'est qu'il y a une ancienne victoire qui est obtenue dans des circonstances douteuses, qui est remise sur la table parce que les circonstances changent à nouveau. Mais c'est quoi ce retournement dont l'empereur inversé a profité? Ouh, un cavalier de coupe. Ouh, mais là, ça devient croustillant. Alors, je ne saute pas immédiatement sur la liaison amoureuse. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est là, ici, sur le registre relationnel. Et donc, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vient vers quelqu'un d'autre avec une proposition, une offre, petite séduction, petite promesse, un rapprochement. Et il apporte quelque chose qui donne envie d'y croire. Et donc la roue de fortune pourrait avoir tourné quand cette personne est arrivée avec une proposition. Ou qui va arriver avec cette proposition. C'est possible aussi. Et donc, cette proposition qui semblait sincère au départ, eh ben on se rend compte qu'ensuite que la réalité est un peu moins sexe. Et donc, c'est possiblement quelqu'un qui va se présenter sous les traits du cavalier. Charmeur, bonne intention, proposition séduisante. Alors que derrière, on a des promesses bancales, une immaturité et un message trompeur. Et il y a quelqu'un qui profite de cette ouverture pour retourner la situation à son avantage et obtenir une victoire. Et consolider son pouvoir avec une mécanique de manipulation ou d'emprise. Et donc ça peut être sentimental. Mais, ça peut être aussi une alliance, une proposition professionnelle, une association, une négociation. Le cavalier de coupe, c'est pas obligatoirement amoureux. Et c'est quoi la nature de la proposition? Sympatoche. Donc on a quoi? On a un 9 d'épée inversé, un cavalier de denier et un 9 de bâton inversé. Ok. Bon, là on est plutôt sur le mec qui arrive avec son sac de casserole et son casque émotionnel. Hein. Alors, le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui est préoccupé par quelque chose. Il y a la peur des conséquences, il se sent un peu coupable, il est un peu inquiet, et il y a quelque chose qui tourne dans le ciboulot. Avec tout ce qu'on avait avant, moi je dirais que quelqu'un sait que la situation peut lui revenir en pleine gueule. En gros, c'est ça. Et sa réponse à cette inquiétude, c'est pas de foncer avec le cavalier de denier. Il veut d'abord se stabiliser, se sécuriser, avancer avec méthode, contrôler chaque étape. Quelqu'un de très prudent. On prend aucun risque inutile. Le 9 de bâton, là on est sur la défense, il protège sa position, il est sur ses gardes et il anticipe l'attaque ou le prochain problème et il tient son périmètre. Et donc, à savoir ce qu'il veut là maintenant, il veut sauver ce qui peut encore l'être et sécuriser sa position avant que l'ancienne affaire lui revienne complètement dans la tronche. Et donc, moi avec ce cavalier au milieu, ça ressemble pas à quelqu'un qui part conquérir quelque chose. Ça ressemble plutôt à quelqu'un qui essaye de tenir ce qu'il peut encore tenir. Ce qui fait un gros contraste avec j'ai gagné. Ça, c'était avant. Mais maintenant, c'est comment est-ce que je peux conserver ce qui me reste. Mais pourquoi maintenant, en fait?
parce que le 3 de bâton. Oups, je vais la mettre ici. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver à maturité et de produire des conséquences. Le 3 de bâton, c'est quelque chose qu'on a lancé avant et dont on voit les résultats arriver. Si vous regardez la carte, il y a l'horizon et donc il voit quelque chose. Et donc il n'est pas forcément paniqué parce que quelque chose vient de lui tomber dessus. Il est inquiet parce qu'il anticipe. Et il regarde devant lui et comprend que quelque chose s'approche là. Et c'est quelque chose qui est issu du passé et qui produit un retour là maintenant. Et donc il y a quelque chose qui peut avoir dépassé le périmètre dans lequel il pensait pouvoir le contenir. Et donc il est susceptible de devoir sortir de son contrôle. Et il va arriver quoi ce 3 de bâton? Pardon. Il voit arriver le 6 de denier. C'est comique parce qu'en fait, il va arriver à un rééquilibrage. Le 6 de denier, c'est qui a reçu quoi, qui a donné quoi, est-ce que la répartition elle est équitable? Et maintenant, qu'est-ce qui doit être rendu ou réattribué? Et si vous vous souvenez, on avait la carte de la justice au début. Et donc, si on met les deux ensemble, 6 de denier, justice, ça insiste énormément sur remettre les comptes à l'équilibre, au sens propre ou symbolique, hein, ici. Mais ce qui donne même une explication au 4 de denier qu'on avait tantôt. Où est-ce qu'il est celui-là? Je sais plus. On l'avait, mais je sais plus où il est. Je suis sûre qu'on l'a. Et... Bon, bref. Mais je suis certaine qu'on en a un. Je regarde ce que j'ai. Parce qu'en fait, il pressent qu'il y a comment, une redistribution, une restitution qui peut intervenir. Le 6 de denier, ça peut être monétaire, ça peut être des ressources, de la reconnaissance, du pouvoir, une dette morale ou ouais, une contrepartie de quelque chose. Et qu'est-ce qui doit être rééquilibré ou restitué? Hop, 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 hop. Ouh, ça c'est beaucoup plus gros qu'un simple du isolé, on va dire ça comme ça. Le monde, c'est l'ensemble d'un système qui arrive à son terme. Donc un cycle, une reconstruction entière. Et donc le rééquilibrage du 6 du denier, ici, ça pourrait concerner l'ensemble de ce qui s'est construit autour de cette ancienne victoire. Mais c'est pas un petit élément sans importance, hein, ici. Et le fou derrière, lui, il est énorme. Parce que ça parle de détachement, de nouveau départ, de perte, d'abandon d'un ancien cadre. Et on passe de je possède, je contrôle, je maintiens à je repars sans cette structure. En gros, ben, le cycle est terminé et on sort du cadre. Ici, ce qu'il anticipe, c'est pas seulement je vais devoir céder quelque chose, il pourrait sentir que tout l'équilibre qui lui permet de conserver sa position est terminé en fait. La première carte, c'était quoi? La tour. Et donc, c'était peut-être pas un événement mystérieux qui allait arriver ici. Cette tour, ça peut être l'effondrement d'un ancien système provoqué par le retour de cette vieille affaire.
Et donc le mec qui voulait absolument conserver sa position, avec le 4 de denier et l'empereur inversé, eh ben, il termine face à qui? Au fou. L'arcane qui ne possède quasiment rien et qui quitte l'ancien monde. Je vais prendre l'oracle de... Ouais, je vais prendre celui-là. Je vais prendre l'oracle de la voie céleste. Parce qu'on va aller voir dans quel domaine. Mais avant, je vais vous mettre en pause parce que j'ai besoin d'un café. Mais je mélange d'abord mon jeu. Que je coupe. Et j'arrive tout de suite. Voilà. Alors, vous voulez un bon remède contre la gueule de bois? C'est un pote pharmacien qui m'a expliqué ça. Eh ben, vous mélangez un isomucil, pour ceux qui habitent en Belgique, je ne sais pas si ça existe en France, avec un truc effervescent d'Hydraforte là pour remettre de l'hydratation dans le corps. Enfin, je vous jure, c'est une dinguerie. Et au début, je l'avais dit, mais enfin, pourquoi de l'isomucil? Et en fait, apparemment, ça nourrit le foie. Mais franchement, c'est hyper efficace. Bon, l'idéal, c'est de boire ça avant d'aller dormir, mais disons qu'on n'a pas toujours la clarté d'esprit de... Et le lendemain, jus de citron, gingembre, c'est une dinguerie. Allez, sur ces bonnes paroles. J'ai la maison 7, le Verseau, j'ai la maison 4. Ah, non, il y en a trop. J'en ai 3, j'en veux pas 3. Attends, il y en a une qui s'est retournée. Tac, tac, tac. Et on a le Cancer. Je remonte un peu la caméra. Voilà. Alors, la maison 7 et le Verseau, c'est le rapport à l'autre, mais contractuel. Donc, c'est associé, adversaire, contrat, engagement. Et le Verseau vient foutre de la rupture avec l'ancien fonctionnement, de l'émancipation, de l'imprévu et parfois du collectif. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui sort des règles relationnelles établies ici. La maison 6... non, pas la maison 6. Ouais, c'est la maison 4, ça, ici, pardon. Il faudra que je mette mes lunettes. Et le Cancer, là, en fait, on a un peu un doublon symbolique. Le Cancer, c'est naturellement associé à la maison 4. Donc, c'est famille, foyer, racines, patrimoine, maison, appartenance, passé familial. Et donc, ici, mais l'oracle, il insiste très fort sur ce domaine. Et donc, le déclencheur, pardon, pourrait se situer justement à l'intersection de ces deux sphères-là ici. Et donc, on pourrait parler d'un partenariat, voire un contrat, qui connaît une rupture ou un changement de fonctionnement, et ça vient toucher directement une affaire de famille, de foyer, de patrimoine ou de racines. Et là, qu'est-ce qu'on avait tantôt? Le 6 de coupe. Et 6 de coupe et jugement, il y a quelque chose qui revient. Et maintenant, la maison 4 et le Cancer, on reparle de racines, de passé, de famille et de patrimoine. Et donc, notre vieille trahison, j'y sais plus parler, notre vieille trahison pourrait très bien être liée à une ancienne alliance ou un ancien partenariat, voire un ancien accord, qui a eu des conséquences sur un patrimoine, une famille et un foyer. Et le 6 de denier, le monde et le fou, les 3 dernières cartes qu'on a tirées du tarot,
Ça pourrait alors représenter le rééquilibrage complet de la situation. Et donc il y a quelqu'un qui se libère de l'ancien système, ce qui oblige à redistribuer les cartes. Mais c'est quoi le lien entre la maison 7 et la maison 4? Moi, je pense sérieusement que la trahison, elle est à la jonction des deux. Hein. Vous savez quoi? Je vais faire ça. J'espère que vous allez encore voir. Parce que je vais juste essayer de taper un chevalet là derrière. Au cas où on aurait l'info. Non, ça c'est une carte vierge. J'en ai deux. Et j'ai la maison 5 et j'ai la vierge. Ouais, je vais la mettre ici. Bon, ça répond pas du tout à ce que je m'attendais, mais ça donne plutôt la nature du lien. Le lien entre la maison 7 et la maison 4. La maison 5, ça parle d'enfants, de descendance, de création, de projets personnels, d'amour, de plaisir, ce qu'on engendre, pardon, ou ce qu'on transmet. La Vierge, ça parle de travail, de gestion, d'organisation, d'administration, de méthode, de tout ce qu'on doit gérer correctement. Et donc, il y a deux pistes, mais j'ai pas encore envie de choisir maintenant. Premièrement, on a la piste familiale, donc qui parle d'un enfant d'une descendance. La maison 7, ça parle de couple de partenaires. La maison 5, ça parle d'enfants. La maison 4 et la carte du cancer, ça parle de famille et de patrimoine. Et donc, concrètement, la Vierge, elle pourrait indiquer que le problème passe par la gestion concrète de cette structure familiale ou patrimoniale. Et la deuxième piste, la piste du projet, il y a quelque chose qu'ils ont créé ensemble. Donc la maison 5, projet, la Vierge, travail, gestion, la maison 7, partenariat, la maison 4 et cancer, patrimoine, quelque chose de construit, une base construite. Et là, on aurait littéralement une création commune ou un projet géré dans le cadre d'une association qui touche ensuite au patrimoine. Et cette deuxième piste, elle me titille un peu, en fait, à cause de l'empereur inversé, du diable, du 6 de bâton, et c'était quoi? C'était le 4 de denier. Et donc, ça pourrait être quelqu'un qui a utilisé une structure, donc une structure créée, ou gérée avec d'autres pour consolider sa propre position. Mais, surtout maison 5 et Vierge, ça peut nous permettre de trancher facilement. Donc, pour ça, je vais demander que représente concrètement la maison 5 ici. Est-ce un enfant, une relation ou un projet? Bon, vous me direz si ça vous parle. La maison 3, ça parle de communication. Ici, la maison 3, pour préciser donc la maison 5 et la Vierge, moi je la prends encore bien comme une communication, une information, un document, un échange, mais aussi éventuellement des démarches, des écrits, un entourage proche.
Et du coup, je pense plus que la maison 5 nous désigne simplement un enfant, mais ça peut être quelque chose concernant la maison 5 qui a été communiqué, écrit, déclaré ou transmis. Et en fait, ça pourrait expliquer mais les premières cartes du tarot, avec cette histoire de justice, on avait clairement quelque chose qui n'était pas présenté. Et puis, il y a une situation qu'on ne peut plus maintenir dans ambiguïté, et puis on a la justice. C'était le valet de coupe et le inversé, et le 2 d'épée inversé, ça. Avec la justice. Et donc, je me demande si la tour n'est pas déclenchée simplement par une information qui sort. Et ce serait une information du passé qui revient aujourd'hui. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Vous savez ce qu'on dit, hein? Le passé nous rattrape toujours, un jour ou l'autre. Attends, je regarde que mes cartes elles soient dans le bon sens. Tac, 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 tac. Oui, c'est bon. Allez. Donc, qu'est-ce que je disais? Quelle information revient du passé? Alors, on a la carte du compromis. Attends, je vais écarter ça parce que... Oh, voilà. Hop. Alors, on a la carte du compromis. Hop, 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 hop. Bon, je vais toutes les prendre. Donc, on a compromis, santé, retour, culpabilité, et on a la projection. Ici. Le centre ici, c'est le retour. Attends, parce que j'ai mon sac, mon chat par contre. Oh, je sais plus parler, mon Dieu, qui fait des vocalises. Elliot. Bon. Pardon. Donc, le centre ici, c'est le retour. Ça confirme assez bien ce qu'on avait avec ce 6 de coupe et le jugement. Il y a quelque chose qui revient du passé. Mais ici, je ne vais pas lire santé immédiatement comme une maladie. Dans l'oracle des miroirs, dans ce contexte, ça peut parler de l'état d'une situation, de ce qui est sain, malsain, d'une fragilité. On va voir si ça peut éventuellement concerner la santé par la suite. Mais ce qui m'intéresse énormément, moi, c'est le compromis santé, retour, culpabilité, projection. Ça, c'est... moi, je le lis très clairement comme un ancien compromis, un arrangement qui revient sur le devant de la scène et qui révèle quelque chose dont quelqu'un porte la responsabilité alors qu'il avait projeté cette responsabilité ailleurs. Ici, la projection, elle est... psychologiquement et symboliquement, c'est mettre sur l'autre quelque chose qui nous appartient. Et avec la culpabilité juste avant, ben, la culpabilité a été déplacée sur quelqu'un d'autre. On a tenté de déplacer cette culpabilité sur quelqu'un d'autre.
Tout à l'heure, dans le tarot, on avait cette histoire de vieille trahison et comment, allez, de mécanique de domination et de manipulation. Et quelqu'un en sort gagnant. Et si cette victoire, en fait, finalement, elle avait été obtenue en faisant porter à quelqu'un d'autre la responsabilité de ce qui s'est passé. Ça expliquerait pourquoi on a la justice et le jugement. Ce qui revient ne serait pas seulement une vieille histoire, mais ce serait la question de savoir qui était réellement responsable. Parce que peut-être qu'à l'époque, avec cette histoire du compromis, il y a quelqu'un qui a accepté un arrangement, une version des faits, une concession ou un accord qui a permis de refermer l'histoire. Mais cette carte de la santé, qu'est-ce qu'elle représente dans cet ancien compromis-là? Ah, ça représente la famille. On a fait quelque chose pour préserver la famille. Donc un ancien compromis conclu pour préserver l'équilibre familial qui revient aujourd'hui sur la table. Et avec ce compromis revient la question de la culpabilité. Il y a quelqu'un qui aurait fait porter à quelqu'un d'autre une responsabilité qui lui appartenait. On y revient. On maintient la structure, on touche à rien, on conserve. Et l'empereur inversé sort gagnant de cet ancien arrangement. Mais la roue, elle tourne. Et quel était exactement ce compromis? La carte de l'accusation. Et donc, il pourrait s'agir d'un arrangement autour d'une accusation. Qui est accusé de quoi? Qui porte la faute? Ce qu'on reconnaît ou ce qu'on fait? Mais c'est une accusation ancienne qui concerne la sphère familiale et qui aurait fait l'objet d'un compromis, d'un arrangement. Pardon. Et la culpabilité aurait été déplacée. Et cette vieille affaire, elle revient aujourd'hui. Mais... Pardon. Qui était accusé? Cadeau victoire. Quelqu'un qui a donné ou accordé un avantage ou qui a fait une faveur ou encore qui a été présenté comme bénéficiaire de quelque chose. La victoire, quelqu'un avait obtenu gain de cause et remporté quelque chose. Et donc la personne accusée, ça pourrait être celle qui, dans l'histoire officielle, avait reçu un avantage ou bénéficié d'une situation et qui en était sortie gagnante. Et donc il y a une autre possibilité ici un peu plus croustillante quand même. C'est que le cadeau et la victoire, ça pourrait ne pas décrire la victime de l'accusation, mais le bénéfice de l'accusation. Autrement dit, l'accusation aurait offert une victoire à quelqu'un. On déplace la faute, il y a quelqu'un qui est accusé et cette accusation procure un avantage et quelqu'un sort gagnant. Et à qui cette accusation a-t-elle profité? Attends, je vais chercher celle qui est en dessous du fauteuil. J'ai la carte de la tranquillité, j'ai la carte de la chance
Et j'ai la carte de la clairvoyance, mais elles sont inversées, ces deux-là. Et ben ça, on n'a toujours pas une identité, mais ça donne précisément le bénéfice obtenu. L'accusation aurait permis à quelqu'un d'être tranquille, de préserver sa paix, sa situation et de ne plus être inquiété. La chance inversée, là c'est une nuance très importante. C'est pas forcément quelqu'un qui obtient une chance, mais ça peut être quelqu'un qui échappe à un mauvais retournement et qui évite que la situation se retourne contre lui. Et la clairvoyance inversée, c'est surtout quelque chose qui n'est pas vu correctement ici. Donc on a une vérité occultée, une absence de lucidité, une perception faussée. Et dans notre contexte, ça devient quand même vachement intéressant, ce truc-là. Et donc, en résumé, ça pourrait raconter que dans une ancienne affaire familiale, il y a un compromis autour d'une accusation qui aurait permis de déplacer une culpabilité. Cette accusation aurait constitué un avantage décisif pour quelqu'un. Ça lui permet de sortir gagnant, de préserver sa tranquillité, d'éviter que la situation se retourne contre lui, pendant que la réalité n'est pas comprise. Et ça explique potentiellement pourquoi il est en train de flipper, là. Son ancienne victoire, elle dépendait précisément du fait que les gens ne voyaient pas correctement ce qui s'était passé, avec la clairvoyance inversée. Et ici, alors, le jugement peut devenir énorme. Il y a quelque chose qui pourrait être compris différemment aujourd'hui, et là, je crois qu'on tient peut-être enfin cette tour. C'est pas nécessairement un nouvel événement, mais c'est une ancienne histoire qui change de lecture. Et qu'est-ce qui a été mal compris à l'époque ? Parce que finalement, le verrou ici de tout ce schmilblick, ça pourrait être justement la clairvoyance inversée. On a l'ouverture. L'ouverture vers quoi ? Vers l'échec. Alors l'ouverture, ce qui avait été mal compris, c'est une ouverture laissée. Une possibilité, une porte, une occasion. Peut-être même quelqu'un qui avait ouvert la voie à quelque chose ici. Et il y a quelqu'un qui a pu profiter justement de cette ouverture. L'empereur inversé en tire une victoire. Mais en échec... mais l'échec, pardon, en d'autres paquets. C'est presque l'envers exact du 6 du bâton et de la victoire. Hier, on avait une victoire, aujourd'hui, c'est l'échec. Et donc, les deux ensemble, en fait, on semble aller vers l'effondrement de ce qui avait permis cette ancienne victoire. Pas nécessairement l'effondrement de toute une vie, hein, ici. Et ça boucle la tour. Attends, je m'en pause parce que j'ai plus de batterie à mon téléphone. J'arrive. Bon, je vais essayer comme ça. On verra si ça tient. Hein, d'accord. C'est pas gagné, mais... Bon, si ça se coupe, c'est pas grave, je ferai une suite, vous inquiétez pas. Donc bref, où est-ce qu'on en était ? On en était avec donc cette fameuse tour, qui était notre première carte. Et donc on commence à comprendre pourquoi elle tombe. Ok ? Bon. Ok. Donc, on va aller voir avec le tarot ce qui va concrètement provoquer cette chute. Et plutôt cette ancienne version des faits. Attends, parce que du coup,
je me suis mal installée, et c'est pas grave. Mon tarot, il est là. Hop. Ouais, c'est encore sympa aussi, dans cette direction, la caméra. Hop. Bon, normalement, à partir de la semaine prochaine, je pense que je vais plutôt rester sur un tirage, voire 2 tirages par semaine. Hop. Attends, je remets mes cartes dans le même ordre. Voilà. Tac, tac, tac. Et voilà. Et voilà. Ok, allez, on est parti. On a quoi? On a un 3 de denier. On a le soleil, mais il est inversé. Et on a un 6 de coupe. Ok. Je vais plutôt les mettre ici. Voilà. Alors, le 3 de denier, là, il y a plusieurs personnes qui interviennent. Donc, on parle de collaboration, de travail collectif, de confrontation de compétences ou même de regard. Ça peut être aussi des gens qui examinent ensemble quelque chose qui a déjà été construit. Et donc la vérité ne sortirait pas nécessairement grâce à un héros ou une héroïne, mais il y a plusieurs regards qui se posent sur la situation. Le soleil est inversé. Ici, ça dit qu'il y a quelque chose qui paraissait clair. Oh merde, j'ai plus de café, c'est pas grave. Mais c'est pas aussi clair qu'on le croyait. Il y a une zone d'ombre qui apparaît dans une version qui semblait jusque-là évidente. Et ça fait directement écho à quoi? À la clairvoyance inversée dans l'oracle des miroirs tout à l'heure. Et le 7 de coupe, ici il y a plusieurs versions, plusieurs hypothèses ou récits possibles. On commence à réaliser qu'il n'existe pas seulement la version qu'on avait acceptée. Et donc on commence à faire apparaître ici des incohérences dans une version qu'on voyait claire, qu'on croyait claire plutôt. C'est même pas qu'on voyait, c'est qu'on croyait claire. Et à partir de là, eh bien, il y a tout un tas d'explications qui deviennent possibles. Et le soleil inversé et la clairvoyance, j'ai envie de les mettre ensemble, parce que c'est quand même 2 jeux différents qui nous donnent la même chose, c'est on n'avait pas vu correctement. Et donc je crois qu'on vient de trouver comment la tour, elle débute, pas forcément par une révélation spectaculaire qui sort de nulle part, mais par des gens qui commencent à regarder ensemble et qui constatent que le récit ne colle pas, en fait. Et quelle incohérence ils vont découvrir? Oui, il y a trop de cartes. Attends, je vais juste prendre celle qui s'est retournée. On a un 8 d'épée. Mais l'incohérence, ça pourrait être que la personne présentée comme responsable, ayant choisi ou ayant agi librement, n'avait peut-être pas en réalité la liberté ou les moyens d'agir comme on pouvait lui attribuer. Et donc ici, ça peut être... comment je vais expliquer ça? Ça peut être psychologique ou relationnel, mais en même temps très concret. On a une absence d'accès, une information qui n'est pas disponible, une impossibilité matérielle.
il y a un pouvoir détenu par quelqu'un d'autre et la marge de décision, elle est pratiquement inexistante. On avait l'empereur inversé là, avec le diable qui détenait son pouvoir là tantôt. Et le 8 d'épée, en fait, c'est justement quelqu'un qui n'en a pas. Et donc, qu'est-ce qui maintenait, ou qu'est-ce qui maintient cette personne dans le 8 d'épée? On va chercher la nature de la contrainte ici. On a l'empereur. Ah! Bon, là, c'est clairement du foutage de gueule. On l'avait déjà inversé avec le diable, hein, donc ça... Le... Comment? Le 8 d'empereur... le 8 d'empereur, oh là là. Le 8 d'épée avec l'empereur. Ici, ça nous parle d'une autorité d'un homme en position dominante ou celui qui avait le pouvoir et en fait qui maintenait carrément la marge de manœuvre de l'autre. Et la vieille trahison, elle était précisément associée à quoi? À une utilisation dysfonctionnelle de ce pouvoir. Et donc, on aurait attribué une responsabilité à quelqu'un qui, au moment des faits, n'avait pas de contrôle de la situation parce que l'autorité ou le pouvoir décisionnel appartenait à quelqu'un d'autre. C'est pas plus compliqué que ça. Et quelle preuve montre que l'empereur détenait réellement ce pouvoir de décision? Le hiérophante et la grande prêtresse. Alors ça, c'est très particulier hein, comme réponse. Le hiérophante, c'est ce qui officialise et légitime. Donc on parle de quoi? On parle d'engagement, de règles, de procédures, d'autorités reconnues. Et ça peut aussi parler de conventions ou de documents. Et la grande prêtresse, c'est au contraire ce qui est conservé. Connu mais pas exposé. Donc les archives, l'information, ce qui reste silencieux jusqu'à ce qu'on aille le chercher. Et donc il y a quelque chose d'officiel qui existe, mais l'information déterminante n'était pas visible ou exploitée jusque-là. Et quelle information la grande prêtresse détient-elle? Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est l'information qui concerne une fin déjà actée. Une rupture, voire une mise hors jeu, quelque chose qui avait déjà été détruit ou terminé. Et donc on pourrait avoir ici une information jusque-là silencieuse qui montrait qu'au moment déterminant, quelque chose était déjà terminé ou que quelqu'un avait déjà été privé de sa position alors qu'on lui attribue ensuite une responsabilité. Ah putain. En fait, cette personne, elle était déjà hors jeu. Enfin, on a décidé qu'elle serait hors jeu, mais depuis très longtemps. Et pendant des années, on a continué à lui attribuer des responsabilités. Mais dans quel but on a fait remonter dans le temps la mise hors jeu de cette personne alors qu'on continuait à lui attribuer des responsabilités? Le roi de bâton. Oh, je crois que je commence à capter le truc. Le roi de bâton,
Ça représente celui qui dirige un projet, qui impose la direction, qui entreprend et qui garde la maîtrise d'une construction. Et donc la contradiction autour du statut de cette personne, elle aurait servi les intérêts de celui qui pilotait l'ensemble. Et ça colle très très bien avec notre empereur. Le pouvoir réel n'était pas là où la responsabilité était officiellement racontée. Vous vous rappelez où en début de tirage, on a eu la famille, le patrimoine, les associations. Et si l'association n'était qu'un instrument pour une stratégie patrimoniale familiale beaucoup plus large que ça. Association, patrimoine, construction, écrit, communication. Et avec le 4 de denier, le diable et l'empereur inversé, on avait déjà quelqu'un qui cherchait à conserver une position et sortir gagnant. Je vais retirer 3 cartes pour clarifier ce truc. En gros, je crois que on avait un pion. Le 7 d'épée, donc la mort, pardon, le 7 d'épée. Et le valet de bâton. Avec le roi de bâton, ça nous montre ce qu'il cherchait à obtenir. Une position de maîtrise, celui qui conduit, qui décide de l'orientation, qui pilote le projet. Ça rejoint très bien notre empereur tout à l'heure. La question centrale ici, ça semble être celle du pouvoir réel. Ce qu'il cherchait à éviter, avec la mort, ça c'est énorme, c'est éviter la fin d'un système, la disparition d'une structure, une rupture définitive, une transformation qui aurait rendu impossible le maintien de l'ancien fonctionnement. Autrement dit, faire durer quelque chose qui aurait dû se terminer ou changer de forme. Est-ce que la contradiction ici, elle permet de dissimuler avec le 7 d'épée et le valet de bâton? Une stratégie détournée, un contournement ou une action qui n'est pas montrée ouvertement, de manière à ne pas révéler en fait tout le jeu. Et le valet de bâton, ça peut représenter l'exécutant, celui qu'on envoie, celui qui porte l'action ou l'initiative, et bien souvent c'est quelqu'un de moins puissant que le roi, notre roi de bâton qui était là, ici. Et donc, on a un roi de bâton qui est, entre guillemets, retenez bien entre guillemets, le porteur de la vision et du projet. Et le valet de bâton, c'est la personne qui agit, qui exécute, qui sert de relais, qui apparaît au premier plan. Le mandai. Et donc, pour résumer, il y a une personne qui pouvait être suffisamment inclus ou incluse dans le jeu que pour pouvoir porter des fonctions, agir ou servir la construction du projet, mais suffisamment hors jeu lorsque il ou elle devenait nécessaire de déterminer où se trouvait réellement le pouvoir, les bénéfices ou certaines responsabilités. Et quel était son statut réel selon les besoins de ceux ou celles qui contrôlaient le système? Parce qu'elle semble pouvoir être dedans,
quand son action est utile et dehors quand le statut devient gênant, si vous voyez ce que je veux dire. On a le 4 de coupe. Bon, c'est pas très glorieux. Le 4 de coupe, ici, moi, ça me fait penser à quelqu'un qu'on a maintenu ou qu'on maintient dans une situation sans lui donner réellement accès à ce qui est proposé ou partagé. Présent ou présente dans le système, mais pas véritablement intégré à ses bénéfices. Et donc, il y a aussi l'idée de mise à l'écart, de non-reconnaissance, de propositions refusées ou inaccessibles. Et donc, on a un pion. Et le pion, qu'est-ce qu'il subit? Eh bien, il ne peut pas bénéficier pleinement de ce qui est construit, en fait. Donc, si je devais résumer le tirage jusque maintenant, on serait sur une structure professionnelle ou une association avec la maison 7, pardon, dans laquelle il y a plusieurs personnes qui collaborent, mais avec une forte finalité patrimoniale et familiale derrière. Et qui est renforcée par des cartes famille. Mais sauf qu'à l'intérieur, tout le monde n'a pas le même rôle. On a l'empereur roi de bâton, qui représente celui ou ceux ou celles qui détiennent réellement la direction et poursuivent leur propre stratégie. Et à côté de ça, on a une autre personne qui apparaît davantage comme un rouage nécessaire au fonctionnement ou à la construction, sans détenir la même maîtrise du système. 8 d'épée et maintenant le 4 de coupe. Et donc l'idée du pion, elle tient assez bien, parce que cette personne pouvait être utile et responsabilisée quand il fallait faire fonctionner l'association tout en restant périphérique. Quand il s'agissait de la finalité réelle et des bénéfices du système, en fait. Ce qui rend la suite beaucoup plus sombre, parce qu'en fait, le pion est devenu problématique. Il posait trop de questions. Et donc, la personne, elle a été utile au fonctionnement, mais elle est ensuite devenue celle sur laquelle on fait reposer une partie de l'histoire quand le système commence à poser problème. Mais il y a quand même une contradiction, c'est comment quelqu'un peut avoir été suffisamment dedans pendant longtemps, moi j'évaluerais ça en années, pour porter des responsabilités, contribuer au fonctionnement et servir à la construction du système, et puis être présenté comme suffisamment dehors d'une manière rétrospective pour que son statut soit nié ou réinterprété. La tour. Mais quel rôle occupait cette personne en fait dans leur stratégie un peu chelou là? Le roi d'épée. Eh ben en fait le pion, c'est pas l'abruti du coin qu'on aurait simplement trimballé dans toute cette histoire. Hein. Le roi d'épée, ça représente une personne qui apporte une compétence, une analyse, une expertise, une structure intellectuelle et qui a une capacité à organiser. Et donc, dans un contexte professionnel, ça peut carrément représenter la tête stratégique
qui a des compétences et qui rend le système opérationnel. Et donc, on avait besoin de cette personne pour faire tourner le truc. Mais sans bénéficier de quoi que ce soit. Et donc, c'est une personne qui avait toutes les responsabilités opérationnelles, intellectuelles, mais qui ne pouvait prendre aucune décision. Mais pourquoi cette personne, elle était nécessaire plutôt qu'une autre, en fait? Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, dans un contexte pro, c'est quoi? C'est le partenariat, l'association, le lien de confiance entre deux parties. Donc, on a une personne qui n'est pas pleinement intégrée au bénéfice du système, où la place finit par être marginalisée. On utilise ses compétences, son expertise, sa capacité à organiser, de formaliser ou de porter les responsabilités. Et surtout, avec le 2 de coupe, cette personne fournit le lien d'association nécessaire. Donc elle est l'allié, le partenaire, quelqu'un dont l'adhésion permet la structure de fonctionner. Et donc c'était sûrement pas un pion inutile, mais c'était le partenaire idéal, mais extérieur à la finalité familiale. Mais c'est ignoble. Et qu'est-ce que cet ancien partenaire possède aujourd'hui qui peut faire tomber ces gens? Un 7 de bâton. Et ben en fait, elle possède une position qu'elle peut défendre. Elle a la capacité de tenir sa position face aux autres, de résister à la pression et de contester une version et de ne plus céder le terrain en fait. Et donc ce qui change aujourd'hui par rapport à avant, c'est quoi? C'est la posture de cette même personne. Elle n'accepte plus la place qu'on lui a attribuée. Et ça peut expliquer vachement bien le fou qu'on avait avec le monde. Elle est sortie de l'ancien système, mais une fois qu'elle est sortie de là, elle peut se retourner et regarder de l'extérieur. Pardon. Et donc le 7 de bâton, ici, ça nous donne probablement sa position. Mais avec quoi elle peut défendre cette position? Attends, j'en ai une qui est tombée. J'ai déjà le 5 de coupe. Le 9 de denier. Ah, ici, ça montre une position devenue très indépendante. En fait, avec ce 7 de bâton qu'on a eu avant, en fait, elle peut désormais contester, défendre sa version, mais elle peut faire tout ça seule contre plusieurs personnes. Le 5 de coupe, ça montre qu'elle possède aussi la mémoire de ce qui a été perdu, de ce qui s'est mal passé. C'est la personne qui a subi les conséquences de la rupture et qui sait précisément ce qu'elle a laissé derrière elle. Et dans ce contexte, ça peut représenter les conséquences concrètes de l'ancienne histoire, mais et pas seulement de la tristesse. Parce que ici, ça montre qu'il y a beaucoup eu de tristesse. Et le 9 de denier,
c'est la carte qui change absolument tout. On parle d'autonomie, d'indépendance, de ressources propres, et elle ne dépend plus du système. Et ça peut expliquer pourquoi l'empereur inversé se retrouve en 9 d'épée et en 9 de bâton. Le problème, c'est peut-être pas seulement que l'ancien partenaire sait des choses, c'est que cet ancien partenaire ne dépend plus d'eux. Et ça pourrait être le véritable changement de rapport de force annoncé avec cette roue de fortune. C'est quoi la première conséquence concrète de ce renversement le renversement de rapport de force de l'empereur inversé? L'impératrice. Mais aussi avec notre empereur ici. Je vois un peu le bordel dans les cartes, c'est pas grave. Hein. L'empereur, on l'avait tout à l'heure inversé avec le diable. Donc on est sur je trouve pas le mot. L'empereur inversé, c'était l'abus et le déséquilibre du pouvoir. Mais il y avait aussi cette notion d'ancienne victoire. Et quand le rapport de force ici se retourne, vient l'impératrice, et donc il y a quelqu'un ou quelque chose qui reprend de la valeur, de la capacité de création, de la légitimité et une place productive. Et donc la personne qui était auparavant contrainte ou marginalisée devient subitement autonome. Elle défend sa position et se retrouve une capacité à créer, à produire et à penser et à faire par elle-même. Et donc la première conséquence pour l'empereur inversé, c'est qu'il ne perd pas l'impératrice. Ça pourrait être beaucoup plus emmerdant pour lui en fait. La personne dont il avait besoin, mais n'a plus besoin de lui. Ce partenaire apportait des compétences et de l'alliance au système. Il récupère en partant ses capacités hors alliance. Il redevient autonome. Et la tour pourrait être autant la perte de contrôle sur cette personne que l'effondrement ultérieur de la version des faits. Mais l'impératrice, ça peut désigner une femme, une entreprise qui prospère, une création, voire ce qui devient matériellement fécond. On ne choisit pas encore là. Hein. Et qui ou qu'est-ce que représente cette impératrice ici? Le 4 d'épée. Alors, elle semble bien ici représenter quelque chose ou quelqu'un qui avait été mis en pause, mis en silence ou immobilisé. Ce qui est bien raccord directement avec l'ancien partenaire ici. Hein. Et donc l'impératrice pourrait effectivement être l'ancien partenaire qui revient dans une position totalement différente après une longue période de silence et de retrait. Ce qui donne beaucoup de sens au jugement qu'on a eu au début. Ce qui revient en fait, c'est peut-être pas seulement l'affaire ici. Et là, pour l'empereur inversé, le problème il devient magnifique. Hein, parce qu'il avait potentiellement construit sa victoire et sa tranquillité sur le fait que cette personne se soit retirée et soit devenue silencieuse et inactive. Sauf que elle revient en je me défends, je suis indépendante, j'ai créé, je produis et je reprends de la valeur.
Et lui, l'empereur, il est en flip total là. On a un renversement complet des positions ici. Et qu'est-ce qui fait sortir l'impératrice de son 4 d'épée maintenant? Ça pourrait être un véritable point de départ de la tour. Un cavalier d'épée. Ah ah! Alors, c'est une action rapide, une confrontation, une information qui arrive, mais brutalement, mais de chez brutalement. Une attaque, une démarche qui oblige à réagir. Il y a quelque chose qui vient rompre le silence de ce 4 d'épée. Il y a un retrait et un silence, puis il y a un élément déclencheur brutal, et il y a une reprise de puissance cette action. Mais il y a une possibilité encore plus intéressante, c'est que le cavalier d'épée, ça peut être quelqu'un qui vient vers elle en pensant prendre l'avantage et qui provoque exactement l'inverse. Il y a quelqu'un qui attaque, qui confronte, qui exige ou qui apporte une information, et cette action réactive précisément la personne qu'on aurait préféré voir en 4 d'épée dans le silence. Et là, ça expliquerait d'une manière délicieusement ironique la tour. Le système pourrait déclencher lui-même ce qui va le déstabiliser. Et qui envoie ou représente ce cavalier d'épée? Oh, ça devient drôle. Oh, ça devient drôle. Un 2 de denier inversé. Le 2 de denier inversé, c'est qu'on n'arrive plus à tout maintenir ensemble. Le jonglage devient intenable. Il y a quelque chose qui échappe au contrôle et il faut trancher et réagir. Et donc le cavalier d'épée, qu'on a eu tout à l'heure, on l'a eu au tout début. Je ne sais plus où il est. Bref. Pourrait être déclenché par un déséquilibre du système lui-même. Et donc on pourrait avoir une mécanique assez drôle, c'est que le système commence à devenir impossible à maintenir parce que quelqu'un réagit brutalement et reprend le contrôle. Mais cette réaction oblige l'ancien partenaire à revenir dans le jeu, qui est désormais autonome et capable de se défendre. Et c'est quoi les deux réalités du 2 de denier inversé qui n'arrive plus à maintenir? Je vais prendre 2 cartes. On a encore un contexte pro complètement délirant. Le 10 de coupe inversé et le 5 des épées, pardon. Bon, ça c'est quand même violent parce que le 10 de coupe inversé, ben, la façade familiale, elle ne tient plus ici. En 10 de coupe inversé, on parle de clan, d'unité, tout le monde ensemble, continuité familiale, mais inversé, c'est carrément une fracture. Une fracture du clan, des intérêts familiaux qui divergent, une harmonie qui n'existe plus en fait. Et donc le premier élément, c'est que le système n'arrive plus à maintenir la cohésion familiale sur laquelle reposait une partie de cette construction. Et le 5 d'épée, c'est la logique de victoire par le rapport de force. C'est la victoire où quelqu'un peut gagner en laissant les autres sur le carreau. Rapport de force, stratégie, où l'objectif est de l'emporter, même si ça détruit la relation ou le collectif. Mais si la finalité bénéficie essentiellement au noyau familial, alors à un moment donné, les intérêts du partenaire extérieur et ceux du clan deviennent complètement incompatibles. Et à mon avis, c'est ce qui s'est passé.
Et donc, leur tentative de résoudre le déséquilibre, c'est précisément ce qui réactive l'ancien partenaire. Et ils vont commettre quelle erreur en essayant de reprendre le contrôle? La justice. Et en dos de paquet, la force. La force, c'est quoi? C'est l'erreur. Et c'est très intéressant. C'est pas manquer de force, au contraire. Mais c'est croire qu'on peut encore maîtriser la situation par la volonté, par la pression, par le rapport de force. Autrement dit, ils vont essayer de dompter quelque chose qui n'est plus domptable. Ce sera ça leur erreur. Et ils voulaient éviter la mort. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait la carte de la mort. Et ils pourraient forcer le maintien de l'ancien ordre. Sauf que, on a encore cette carte de la justice, qui est déjà sortie au tout début du jeu dans les premières cartes. Justice au commencement, justice à la fin. Et symboliquement, la force et la justice, ça pourrait raconter un truc du genre qui pense encore pouvoir gagner le rapport de force, alors que la situation est passée sur un terrain où ce sont les responsabilités et la cohérence qui vont compter, et les faits aussi. Et c'est là que leur stratégie pourrait devenir leur erreur. L'empereur, en fait, il pourrait se dire, moi j'ai toujours contrôlé comme ça, donc je vais contrôler encore plus fort. Sauf que la méthode, elle fonctionne plus en fait. Pourquoi? Parce que la personne, le partenaire qui est sorti, n'est plus la personne d'avant. Et qu'est-ce qui provoque leur tentative de forcer la situation? Je vais prendre la triade. Qu'est-ce qui provoque leur tentative de forcer la situation? J'ai Racine, la clé inversée. Ouh, attends. Oh, j'ai mon jeu qui se casse la figure. Hop. Attends. Je ramasse la carte. J'ai la carte de l'adversaire. Racine, ça ramène directement leur action à l'origine de l'histoire. Aux fondations, au passé, ce sur quoi le système a été construit. Après la maison 4 et le cancer, et la famille, mais le mot racine ici, il est très très loin d'être anodin parce qu'on en revient encore à la structure familiale et à l'origine du montage. La clé inversée, là ça montre que leur tentative ne résout absolument rien, au contraire. La solution qu'ils utilisent ne fonctionne plus, il y a quelque chose qui se ferme, et le mécanisme habituel ne permet plus de verrouiller la situation. Et ça peut même être qu'ils pensent avoir la clé du problème et ils se plantent sur toute la ligne parce qu'en fait, ils se trompent de serrure là, dans l'absolu. Et la carte de l'adversaire, là, leur réaction, elle réactive une opposition. Et donc, il y a quelqu'un qui se positionne là maintenant, clairement en face. Et ça nous ramène à l'ancien partenaire avec son set de bâtons. Il défend sa position. Bon, on va aller voir s'il s'attaque aux racines du système. S'il cherche la vérité, s'il réclame quelque chose,
qui tracent leur route. On a la carte du delta. Ben ici, ça montre que leur tentative de contrôle pourrait produire exactement ce qu'ils essayent d'empêcher. On a la carte du voyage et on a la carte de la paix. Et en d'autres paquets, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. Avec le delta, mais la personne qui est sortie, elle provoque un changement de configuration. Le voyage, ça pourrait dire que il y a un déplacement, un éloignement. On ne parle pas nécessairement d'un voyage physique hein, ici. En gros, c'est je quitte ce système, je change de terrain. Et derrière, avec la mort, il y a une fin irréversible de l'ancienne forme. Et donc l'ancien partenaire ne revient pas nécessairement pour récupérer sa place dans le système. Il revient, ou elle revient. Ça provoque la transformation nécessaire et puis il ou elle s'en détache. Et vous savez ce que ça implique pour l'empereur inversé? C'est que son erreur pourrait être de croire que l'ancien partenaire veut reprendre quelque chose chez eux, alors que cette personne pourrait surtout vouloir faire reconnaître ce qui doit l'être pour pouvoir définitivement sortir du système. Et donc elle oblige le système à regarder ses propres contradictions et puis elle se casse en fait. Mais dans tous les cas, elle fout la merde. Mais c'est bien. De temps en temps, ça fait du bien de foutre la merde. Hein. Attends. J'ai quoi ici? J'ai la carte de l'amour, mais qui peut représenter un choix. J'ai la carte du sacrifice. J'ai la carte de la tentation. Et en d'autres paquets, j'ai la carte de l'équité. Et juste derrière, j'ai l'ordre et la protection. Alors ici, dans le contexte, la carte amour, ça peut parfaitement représenter ce à quoi cette personne tient profondément. Ses intérêts, une création, ses valeurs, quelque chose qu'elle veut préserver. Ça peut être affectif, mais ici j'ai un doute quand même. Le sacrifice, là c'est énorme parce que en fait ça nous ramène à notre pion de tout à l'heure. Potentiellement, le tirage nous raconte quand même qu'une personne a été utilisée dans une construction dont elle n'est pas la bénéficiaire finale. Et donc ce sacrifice, ça peut résumer son ancienne position. Il y a quelqu'un qui a payé le prix du maintien du système. Et la tentation derrière, ça pourrait représenter possiblement le piège. Cette possibilité de retomber dans l'ancien fonctionnement via quoi? Une proposition, un arrangement, un compromis, quelque chose qui pourrait l'inciter à accepter encore une fois une solution avantageuse, pas pour elle mais pour les autres. Sauf que, en dessous, qu'est-ce qu'on avait? L'équité. Et là, je reviens sur mon obsession de la justice avec le 6 de denier. C'est trois symboliques différentes qui nous racontent un rééquilibrage, une juste répartition des choses et des responsabilités. Et juste derrière, ici, qu'est-ce qu'on a? Ordre et protection. Donc l'objectif final de l'adversaire, ça ne ressemble pas forcément à tout faire exploser par vengeance, mais ça ressemble davantage à quoi? C'est à mettre fin au sacrifice, ne pas retomber dans l'ancien arrangement, obtenir l'équité, remettre de l'ordre et protéger ce qui doit l'être, et se barrer. La paix et le voyage, et la mort. Et donc, elle ne revient pas potentiellement pour reprendre sa place,
mais juste pour terminer l'histoire proprement. Et qu'est-ce que l'équité oblige concrètement le système à rendre ou à reconnaître? Je vais plutôt prendre le... Hop, hop, hop. Je vais plutôt prendre mon tarot. C'est un peu le bordel, hein, quand même. Non, je vais laisser le roi de bâton. Oh, si, il était dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux, le 7 de denier. Et le cavalier de bâton. Attends, je remets mon jeu dans le bon sens. Bon, c'est évidemment pas pour rendre un amoureux ici. Hein. Ici, les amoureux, ça parle de choix, du libre arbitre, de la capacité à décider de son engagement et de ses alliances. Donc, ce qui pourrait lui être rendu, c'est son pouvoir de choisir. Et c'est énorme parce qu'on avait précisément, avec le 8 d'épée, là, on avait précisément quelqu'un dont la marge de manœuvre apparaissait limitée. Et ça colle aussi au 2 de coupe. Cette personne était un partenaire et l'équité pourrait obliger à reconnaître qu'un partenariat suppose 2 volontés et pas un acteur principal et un instrument. Et ce qui doit être reconnu, c'est le 7 de denier et la sapique. Parce que le 7 de denier, droit, c'est ce qu'on a investi, cultivé, construit sur la durée et dont on attend le fruit. Et inversé, c'est un investissement qui n'a pas produit le retour attendu, le travail dont le fruit n'a pas été récupéré, une énergie consacrée à quelque chose qui finalement profite pas du tout à celui ou celle qui l'a fourni. Et donc la disproportion entre ce que cette personne a investi dans la construction et ce qu'elle a réellement retiré de tout ça. C'est-à-dire que dalle. Et ce qui doit être corrigé ici avec le cavalier de bâton, c'est intéressant parce que c'est pas une carte de réparation statique, c'est un mouvement, un changement de direction, une reprise d'initiative. Et donc ce qui doit être corrigé ici, c'est la trajectoire en elle-même. Cette personne doit pouvoir reprendre sa route, agir selon ses propres intérêts et sortir du rôle qu'on lui avait attribué. Et l'histoire ici, elle devient complètement hallucinante. Hein, parce que... Donc, on est sur une association professionnelle qui semble avoir servi une construction qui dépasse le projet professionnel. On est clairement sur du patrimoine familial. Il y a une personne extérieure qui apporte ses compétences. Et elle participe à cette construction, mais ne maîtrise pas la finalité. Cette personne apparaît comme sacrifiable lorsque les intérêts divergent. Et il y a une version d'histoire qui permet de maintenir la victoire et la tranquillité avec une projection et des accusations autour des responsabilités. Sauf que il existe une contradiction, c'est quelle était réellement sa place et son pouvoir au moment où il était dans cette structure. Et donc il y a un rapport de force qui s'inverse et maintenant elle revient un peu comme une adversaire, mais non pas nécessairement pour reprendre sa place, mais pour obtenir l'équité, l'ordre et la protection pour avoir la paix. Et donc la tour, c'est peut-être même pas sa destruction en fait. C'est la destruction du système dont elle devait rester prisonnière pour que la tour tienne droite en fait. Et pendant que l'empereur se retrouve un peu en stress et royalement dans la merde, bah elle, en fait, elle termine vachement bien. Parce qu'elle reprend tout son pouvoir, elle trace sa route, elle fait sa life. Roi de coupe, 10 de bâton, reine d'épée, 8 de denier. Et en dos de paquet, on a un roi de denier. Alors ici, moi, ça me raconte une confrontation
entre maîtrise émotionnelle, poids des conséquences, lucidité et réalité matérielle. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui cherche à rester maître lui-même et de la situation. Il contient ses émotions, il garde une apparence posée, éventuellement conciliante, mais il ne montre pas forcément ce qui se passe intérieurement. Le 10 de bâton montre que derrière cette maîtrise, la situation est devenue extrêmement lourde. Il y a trop de responsabilités, trop de conséquences accumulées. On arrive au bout d'un fonctionnement. La reine d'épée, elle tranche avec le roi de coupe. Elle ne fonctionne pas à l'affect. Elle regarde les faits, elle analyse, elle pose des limites et coupe ce qui doit l'être. Et donc, elle peut aussi représenter une personne qui est devenue extrêmement lucide après avoir travaillé une lourde épreuve. Traversée. Et le 8 de denier, après la coupure ou la mise au clair, on bosse. On reconstruit méthodiquement, on remet les choses en ordre, on s'appuie sur la compétence et le concret. C'est pas spectaculaire, mais je fais le boulot pièce par pièce. Et le roi de denier en fond de paquet, là ça donne quand même la finalité matérielle de tout ça. Ça parle de quoi? De stabilité, de sécurité, pardon, de maîtrise financière, de maîtrise patrimoniale, quelque chose de solide et de durable. Et donc, quelqu'un tente de garder son calme alors qu'il porte désormais un poids monumental. Et face à lui ou à elle, on a une énergie très froide, très lucide, qui tranche dans le vif et qui se remet au travail pour reconstruire quelque chose de concret, avec derrière toute l'histoire de stabilité matérielle et patrimoniale. Putain, c'est exceptionnel quand même. Hein. Et quand tout sera terminé, il va se passer quoi? Je voudrais bien voir ce qui tombe, ce qui demeure et ce qui va naître. Et après je crois qu'on aura fait le tour. Alors, ce qui tombe, c'est le magicien. Ce qui demeure, c'est la reine de denier. Et ce qui naît derrière, vous me direz en commentaire si ça vous parle, hein, parce que... Oula. Et ce qui naît derrière, c'est un as de bâton. Ça, c'est la fin parfaite. Le magicien, c'est celui qui fait avec les outils qu'il a, qui entreprend, qui initie, qui sait présenter les choses et provoquer le mouvement. Mais puisqu'il tombe, moi je vois la fin d'une mécanique, très clairement. Ça rejoint, qu'est-ce qu'on a on avait la clé inversée tout à l'heure. L'ancienne méthode ne fonctionne plus. Et donc c'est pas nécessairement un homme qui tombe, mais c'est une manière de faire qui cesse d'être opérante. Ce qui demeure, c'est la reine de denier. Après tout ce bordel sur la famille, le patrimoine, l'association, la construction, le machin, le bazar, ce qui survient à l'effondrement, c'est une figure de stabilité matérielle. Et donc la reine de denier ne cherche pas à gagner la guerre, mais elle sécurise, elle gère, elle construit, elle protège ce qui a réellement de la valeur. Et maintenant, après les stratégies, les accusations, les rapports de force, il y a le concret qui reste. Les compétences, les ressources, la capacité à être autonome et à créer de la stabilité. Et ce qui naît, l'as de bâton, ça c'est magnifique parce que ça parle absolument pas de réparer l'ancien système, ça parle d'un commencement. Il y a une nouvelle impulsion, un nouveau projet, une nouvelle direction, un truc, enfin quelque chose qui part avec une énergie nouvelle. Oh mais c'est joli. Allez, une petite carte, une dernière, mais vraiment une dernière. Magnifique. La force. Et la lune. Alors ici, ça raconte pas que tout devient merveilleux, hein,
mais ça raconte comment on traverse la faim. La force, c'est ici, dans ce contexte-là, la maîtrise, la résistance, la capacité à ne plus se laisser dominer par la peur ou le rapport de force. Et c'est savoureux parce que la force, elle était déjà apparue tantôt, quand on avait demandé quelle erreur l'ancien système allait commettre, essayer de forcer, de contenir et de maîtriser. Eh bien ici, la force, elle peut changer de camp. Parce que la véritable force, c'est plus le contrôle exercé sur l'autre, mais c'est la maîtrise de soi et la capacité à maintenir sa position. Et la lune, elle est essentielle, parce qu'elle dit que tout ne sera peut-être pas immédiatement visible, expliqué ou éclairci. Il reste des zones d'ombre, des choses souterraines, des non-dits, et peut-être des éléments qu'on ne connaîtra jamais complètement. Et parfois, je vous cache pas qu'il vaut mieux pas tout savoir. Hein. Mais contrairement au début du tirage, ben la lune, en fait, elle n'empêche plus d'avancer. Et il est plus nécessaire de connaître chaque secret pour comprendre suffisamment ce qui s'est passé, reprendre son pouvoir et avancer, en fait. Je sais qu'il reste des choses cachées, mais elles n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Bon, bah c'est magnifique en tout cas. C'était chaud patate, mais bon, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à commenter, tout ci, tout ça. Et ben, je sais plus parler, c'est pas grave. J'ai plus de voix non plus. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!